Et Karim Yaoui nous a rejoint. Bonjour Karim, c'est l'heure du Média Buzz. Bonsoir Julien. Du Buzz Média, pardon. Du Buzz Média, le Média Buzz, on peut le dire dans ce sens-là aussi. Allez, on commence avec la primaire socialiste et le débat qui se déroule actuellement entre François Hollande et Martine Aubry. Alors ceux qui ne le suivent pas à la télévision peuvent le suivre sur les nombreux sites d'information qui relaient chacune des petites phrases des deux candidats, notamment sur le site du Point.fr. Alors les deux finalistes semblaient un petit peu plus tendus que lors des débats précédents. Martine Aubry plus offensif peut-être, notamment sur la question de la règle d'or ou des retraites. Et évidemment, il y a beaucoup de réactions sur Twitter, comme cette réaction d'un ancien ministre, plutôt UMP, qui dit que le début du débat est très intéressant. Donc c'était il y a quelques minutes, même s'il est en désaccord sur le fond, il trouve que Martine Aubry est plus percutante sur le fond. Alors il y a aussi des réactions du côté du Parti socialiste, notamment celle de Caroline Dehaas, qui est une proche de Martine Aubry et qui tweet quasiment chaque minute. Elle trépigne d'impatience et elle scrute chaque petite phrase, chaque petite goutte de transpiration qui perle sur le visage des candidats. Et elle dit « Moi j'ai envie de dire plein de trucs sur François Hollande, mais je n'ose pas parce que j'ai peur de déclencher une crise tweetesque ». Évidemment, du côté de l'UMP, on surveille aussi un petit peu ce qui se passe ce soir et on s'inquiète un peu parce que on se demande si Montebourg va pas finir par être jaloux, notamment sur la question des banques où Hollande et Aubry rivalisent de dirigisme. Alors c'est vrai que Martine Aubry, je vous le disais, est plutôt plus offensive. Elle a signé quelques petites attaques en règle sur François Hollande, rappelant qu'elle a déjà une expérience du pouvoir, notamment en tant qu'ancien ministre, qu'elle garde la même position, qu'elle ne change rien, contrairement à lui peut-être, qui peut être tenté de revoir certaines de ses positions, surtout depuis que Ségolène Royal lui a apporté son soutien. Donc des idées de Ségolène Royal pourraient rejoindre les idées de François Hollande en toute dernière minute. Donc on sent ce soir que du côté de Ségolène Royal, de Martine Aubry, pardon, elle appuie vraiment sur le champignon parce qu'elle sait peut-être qu'avec ce soutien des Ségolène Royal, elle a toutes les chances de ne pas forcément gagner. Donc elle se donne à fond, histoire de ne rien regretter. Peut-être que ce débat peut tout faire basculer en sa faveur. Et ça, on a bien compris qu'elle y allait à fond ce soir. Donc on verra ce que ça donne. On verra aussi ce qui se passe du côté des reports de voix et des consignes de vote. Oui, Martine Aubry qui n'a rien à perdre. Ségolène Royal, vous le disiez, a donc choisi le camp de François Hollande. Ça a été une surprise. Ça a été une demi-surprise, on va dire, parce que le Nouvel Observateur expliquait cet après-midi qu'avec ses enfants avait décidé de choisir celui qui serait le mieux placé. Et c'était difficile pour Ségolène Royal de ne pas faire la même chose que ses enfants. En tout cas, elle a laissé sur sa page Facebook quelques explications. Elle expliquait tout simplement que pour alimenter cette dynamique qui avait permis à François Hollande d'arriver le premier lors du premier tour, eh bien, elle apportait son soutien. Mais il y a énormément de réactions sur cette page Facebook, notamment de partisans de Ségolène Royal qui se retrouvent un petit peu déboussolés, qui lui demandent de jouer franc jeu et de dire que si elle vote pour François Hollande lors du second tour, eh bien qu'elle leur laisse, eux, la possibilité de faire ce qu'ils ont envie de faire parce que les arguments ne sont pas forcément recevables. On passe maintenant à cette histoire, ce cauchemar qu'ont vécu les 33 mineurs chiliens. On s'en souvient, ils étaient coincés sous terre pendant des dizaines de jours. Et cela fait un an. Ça fera un an, le 13 exactement. Une opération de sauvetage leur avait permis de retrouver la surface. Les médias du monde entier étaient là pour accueillir ces mineurs qui remontaient de l'enfer, 700 mètres sous terre pendant 69 jours. Et le New York Times est allé voir, il est allé à la rencontre de 16 des 33 mineurs, voir ce qu'ils sont devenus, à quoi ressemble leur vie aujourd'hui, maintenant que la lumière des médias les a délaissés. Alors il y avait peut-être le plus connu d'entre eux, c'est lui, Mario Sepulveda, qu'on appelait à l'époque Super Mario, parce qu'il avait affiché énormément d'enthousiasme au moment où il était remonté à la surface. Il était même remonté avec des pierres pour les offrir comme souvenir, comme s'il rentrait de vacances. Alors pour lui, ça s'est pas trop mal passé. Il fait un petit peu du coaching pour aider les gens à
écrire leur discours et à être plus sûr d'eux. Mais c'est peut-être un des rares à s'en être sorti, parce que on découvre aussi cet autre mineur qui lui s'appelle José Ojeda. Eh bien lui, il a essayé de retourner au fond, de travailler à nouveau dans la mine, mais à peine avait-il descendu 300 mètres qu'il est pris d'une prise de panique. Et il y a aussi cet homme, Jimmy Sanchez. Lui, il a essayé de se balader un peu, de traverser le monde. Maintenant, il traverse une partie du pays 2 fois par mois pour aller voir son psy. Et on en reparlera évidemment. Merci beaucoup Karim Yaoui pour ce Buzz Média. À demain. Restez avec nous, Paris Direct continue. Tout de suite un nouveau journal, 22h30.